Bonjour à tous et bienvenue sur l'esplanade des Invalides à Paris. Derrière moi repose l'empereur Napoléon Ier, un personnage controversé qui continue de susciter beaucoup de passion et d'intérêt dans le monde. Sa bataille la plus célèbre, elle, reste celle qu'il a perdue à Waterloo, une bataille dont on commémore en ce moment le bicentenaire. Dans ce numéro, vous verrez justement que pour certains, il s'agit plutôt d'une glorieuse défaite. Napoléon est le vrai gagnant de l'histoire, c'est ce qu'a pu constater l'écrivain anglais Stephen Clark dans un livre intitulé « Comment les Français ont gagné Waterloo ». Nous nous pencherons également sur l'héritage napoléonien, le code civil, le baccalauréat, la Légion d'honneur ou encore l'école polytechnique, c'est lui. Enfin, nous reviendrons sur les dernières années de sa vie en exil sur l'île anglaise de Sainte-Hélène, une période qui a contribué à faire du petit caporal une légende. Le 18 juin 1815 reste donc une date à jamais gravée dans la mémoire française. Ce jour-là, Napoléon, qui tente de récupérer son empire après 10 mois d'exil, essuie la défaite la plus terrible de sa vie. Il ne s'en remettra jamais. Cela se passe à Waterloo en Belgique, face aux Anglais et leurs alliés. Sabre au clair, ce maréchal français mène une charge contre l'armée britannique. Le 18 juin 1815, la plaine de Waterloo est le théâtre de la dernière bataille de Napoléon et surtout son ultime défaite. Face à face, les troupes de l'empereur et celles du duc de Wellington, deux armées de 70 000 hommes chacune. Napoléon a un plan génial. Tout sur le papier est prêt pour que ce soit une grande victoire. À partir du moment où on va commencer à exécuter le plan, toutes les choses vont commencer à se déglinguer. Car les soldats français sont épuisés, trempés par une nuit passée sous la pluie. Et Napoléon, certain de sa victoire, n'a même pas jugé bon d'étudier le terrain. Les troupes anglaises étaient entièrement cachées à la vue. Napoléon ne savait pas où étaient les troupes ennemies. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de Wellington, c'est qu'il cachait ses troupes. Autre erreur, l'armée napoléonienne sentait à vouloir conquérir cette ferme située au milieu du champ de bataille. Peine perdue, toute la journée, les Britanniques repoussent et massacrent les Français. Ils arrivent et puis ils voient ces bâtiments et on leur tire dessus. Ce fut ici vraiment un carnage. Ça a été une hécatombe. Les soldats français sont tombés par centaines. En fin d'après-midi, c'est le coup de grâce. Par surprise, l'armée prussienne déferle sur les troupes impériales. Napoléon a perdu la bataille et la France vient de changer de destin. Waterloo, c'est la fin de la grande lutte franco-anglaise qui a duré pendant plusieurs siècles. Elle se termine par la victoire de l'Angleterre et l'Angleterre devient, au XIXe siècle, la plus grande puissance probablement de l'histoire de l'humanité. 200 ans plus tard, la plaine de Waterloo semble résonner encore des coups de canon de la mère des batailles. La bataille de Waterloo, on va continuer à en parler avec vous. Stephen Clark, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Comment les Français ont gagné Waterloo ». Dans ce livre, vous expliquez finalement que Napoléon s'en tire pas si mal, puisque beaucoup de romanciers, d'historiens ou d'hommes politiques français finalement continuent de le présenter comme un héros. Oui. Dès le lendemain de la bataille, Napoléon a un peu dit qu'il avait gagné, même s'il avait perdu. Il a continué et beaucoup d'historiens français et d'écrivains aussi ont suivi un peu le même mouvement. Et on trouve au XIXe siècle déjà, on trouve Victor Hugo qui a dit que c'était Dieu qui avait décidé qu'il fallait que Napoléon perde la bataille parce qu'il était tellement énorme. Stendhal était un grand fan. Nietzsche, en Allemagne, les philosophes allemands, Hegel, ils étaient tous très fans de Napoléon comme symbole du pouvoir en fait. Pour un Britannique, c'est très étrange parce que cet homme qui pour nous est le perdant d'une bataille, en fait, il y a toute une mythologie autour de lui, mais dans toute l'Europe. C'est un loser magnifique. Pourquoi il fascine toujours autant? Certains pourtant le décrivent aussi comme un dictateur raciste et esclavagiste. Il a réintroduit l'esclavage, oui. Il a utilisé ces hommes comme de la chair à canon. Il a envoyé des centaines de milliers d'hommes à la mort, ça c'est sûr. Mais les gens sont fascinés parce que, d'abord, il avait une grande vision européenne.
et pour la société. Il ne faut pas oublier qu'en France, le code civil et le code pénal, à la base, c'est des lois napoléoniennes. Et il y a d'autres pays en Europe qui ont aussi gardé ces lois depuis cette occupation française. Donc c'était un homme de vision, mais il ne faut pas oublier non plus que c'était un grand créateur d'images. Il a choisi exprès son chapeau noir et son manteau de mettre la main dans le gilet comme un orateur romain. Il a choisi ce geste. Il a créé une image, mais il est vraiment quelqu'un du XXIe siècle pour ça. Il a créé une image qui était tellement forte qu'il était connu dans toute l'Europe. Mais juste son image, c'était très 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 moderne. On sent quand même qu'en France, il y a un certain embarras, notamment du gouvernement, vis-à-vis de cette personne. Pourquoi? Oui, parce qu'il a un côté dictatorial quand même. C'était un homme des guerres, ce n'est plus à la mode maintenant, mais il y a toujours cette obsession. On peut être contre ou pour, mais il est la référence un peu, même pour tous les politiciens aujourd'hui. Nous, les Anglais, quand on voit un président français installé au palais de l'Élysée dans des meubles 19e siècle dorés, parce que pour nous, c'est toujours un petit Napoléon. Depuis sa mort en 1821, Napoléon est l'un des personnages les plus représentés dans les arts après le Christ. Mais il n'y a pas que des statues, des tableaux et des films qui portent son nom. Il y a aussi des rues. L'homme a également laissé des institutions en héritage. Il n'a été à la tête de la France que durant 16 ans. Et pourtant, de 1799 à 1815, le premier consul devenu empereur a laissé une empreinte indélébile dans son pays. Aujourd'hui encore, Napoléon Bonaparte est toujours bien présent dans la société française, notamment dans le domaine du droit. En 1804, il fait promulguer le Code civil, encore surnommé parfois Code Napoléon. Sur plus de 2500 articles qu'il compte aujourd'hui, près de la moitié restent dans leur version d'origine et régissent encore les droits des Français. Napoléon est aussi à l'origine du Sénat, du Conseil d'État, de la Banque de France, du Trésor public, de la Cour des comptes, du Code du commerce, des cours d'assises, de l'Ordre des avocats ou encore du Conseil des prud'hommes. Ce sont les masses de granit et c'est lui qui a décidé de les appeler comme ça parce que pour lui ce sont des institutions qui sont destinées à être durables et c'est le cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui. Napoléon a expliqué quand il a créé la Légion d'honneur en 1802 que ce sont les hochets qui mènent les hommes. Donc il y a toujours derrière ces institutions une idée de la part de Napoléon de contrôler et de régir le régime à la fois au niveau administratif, au niveau architectural mais aussi dans la vie quotidienne. On doit aussi à Napoléon les prémices de la laïcité à la française, avec le Concordat en 1801. Le catholicisme est réhabilité après la Révolution, mais il n'est plus une religion d'État. Il va désormais coexister avec les autres cultes. Il a également organisé de manière très précise les églises, non seulement catholiques, à l'issue du Concordat, mais protestantes aussi, et puis aussi les institutions judaïques également. Donc il voulait, si vous voulez, Napoléon, il était relativement indifférent en matière religieuse, donc il était très tolérant de ce fait. Les traces les plus visibles de Napoléon, on les retrouve bien sûr dans les grandes villes d'Europe, et notamment dans la capitale, sa capitale, Paris. La présence napoléonienne à Paris, on la voit déjà dans l'architecture. Il suffit de se placer au pied de l'obélisque et on regarde dans les 4 points cardinaux, on a 4 créations napoléoniennes. Au nord, la Madeleine, à l'ouest, l'Arc de Triomphe, au sud, la Chambre des députés et à l'est, l'Arc du Carrousel. L'obélisque est lui aussi un héritage napoléonien, vestige de la campagne d'Égypte. Alors si par hasard en 2015, vous vous retrouvez place de la Concorde, n'oubliez pas que du haut de cet édifice, plus de 2 siècles d'histoire vous contemplent. Aujourd'hui, Napoléon repose dans ce tombeau, devant lequel défilent chaque année plus d'1 million de visiteurs. C'est pourtant très loin de Paris que l'empereur déchu a passé les dernières années de sa vie. En 1815, il est effectivement déporté et emprisonné sur l'île britannique de Sainte-Hélène. La France, qui possède toujours plus d'une quinzaine d'hectares, le fantôme de Bonaparte continue d'y hanter les lieux. Napoléon, prisonnier à Longwood pendant 5 ans et demi. L'empereur arrive sur l'île Sainte-Hélène en 1815, isolé à 8000 km de Paris. Impossible de s'échapper.
Il vit ici avec une trentaine de serviteurs et de généraux, une petite cour pour un tout petit palais. Voici la pièce où il est mort d'un cancer de l'estomac sur un simple lit de camp le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans. Aujourd'hui, cette maison est devenue une attraction touristique. Les visiteurs, comme Pascal, retracent les pas de Napoléon. C'est ce trou dans les volets qui permettait à Napoléon de regarder avec sa lunette ses geôliers sans être vu. Et ça, c'est très symbolique de l'exil à Sainte-Hélène. Pratiquement personne ne voyait Napoléon, alors que lui observait depuis Longwood les soldats anglais autour. Ici, Napoléon tente de vaincre l'ennui, mais pas facile dans une chambre de 20 mètres carrés, loin des Tuileries. Bien sûr, la Grande-Bretagne devait s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Mais vraiment, c'est triste de voir qu'un si grand homme ait dû finir sa vie ainsi. La maison reçoit 6000 visiteurs par an. La France a racheté le domaine tout entier à l'Angleterre en 1857. Les lieux sont impeccablement entretenus, mais la tombe est vide. Le corps de l'empereur a été rapatrié en 1840. Il venait se promener ici tous les soirs, à cheval. Il aimait le calme du lieu. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Pendant les quelques 2000 jours de sa captivité, tous les soirs à la tombée de la nuit, Napoléon voyait s'approcher les soldats anglais à 15 mètres de la maison pour l'encercler jusqu'à l'aube dans la longue nuit de Longwood. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. On va se quitter dans cette salle du musée de l'armée où des effets personnels de Napoléon et de ses maréchaux ont été conservés. Vous pouvez également y retrouver ce portrait de l'empereur en costume de sacre peint par Ingres en 1806. Bonne visite à tous et à très bientôt sur France 24.